Sais-tu quel est le point commun entre le film Halloween de Carpenter's Scream? Eh bien, tous deux sont inspirés d'une légende urbaine qui elle-même est inspirée d'une histoire vraie. Ce soir de janvier 1982, Margaret, 16 ans, remonte l'allée en direction de la résidence des Stuart en traînant des pieds. Elle n'en est pas à son premier babysitting, mais sait que les trois garçons Stuart sont de véritables terreurs et sent qu'elle va passer une soirée mouvementée. Les Stuart l'accueillent chaleureusement, donc c'est pas la peine de monter voir les enfants, ils dorment. La seule chose qu'on vous demande, c'est de laisser le porche allumé et de n'ouvrir à personne. Non, pas de petit ami, pas de zizi magique, pas de fiesta, rien. Ce qui ne posa pas de problème à Margaret, car c'était une fille très sage, une brave gamine. Avant de partir, ils lui remettent le numéro du restaurant japonais dans lequel ils se rendent, et ils s'y rendent. Après le départ des Stuart et que Margaret ait bien vérifié que toutes les portes et fenêtres sont fermées à clé, celle-ci décide d'aller s'installer dans le rocking chair qui trône dans le salon. Et se plonge dans un petit bouquin que lisaient toutes les jeunes filles de 16 ans en 1982, Amityville, la maison du diable. Ce lundi-là, il fit très froid à Amityville. Cette municipalité... Bon, attends, on était où? À mon début, je suis comme... Ce lundi... Non, ça j'ai dit... Margaret, sentant un courant froid traverser sa colonne vertébrale, se redresse de son rocking chair. Prenant son courage à deux mains, elle marche en direction du bas des escaliers et tend l'oreille. Le téléphone l'ayant fait sursauter, elle se précipite dessus et répond. Résidence Stuart? Allô? Allô? N'ayant pas de réponse, elle raccroche et revient en direction de son rocking. Margaret répond à nouveau. Résidence Stuart? Est-ce que tu allais voir les enfants? Non. Mais qui a l'appareil? Allô? Allô? N'ayant pas de réponse, elle raccroche et revient dans le salon se disant que c'est peut-être Monsieur Stuart qui a appelé pour avoir des nouvelles et qu'il a été coupé. Ce lundi-là, il fit très froid. Résidence Stuart, j'écoute. Est-ce que tu allais voir les enfants? Non, mais vous êtes qui? Allô? Allô? N'ayant pas de réponse, elle raccroche et se dit qu'elle ferait peut-être mieux de prévenir les Stuart. Elle va chercher le numéro de téléphone du restaurant japonais dans la cuisine et revient. Elle décroche. Et là, elle tombe sur une ligne occupée. Elle se dit c'est peut-être plus prudent d'appeler directement la police. Comme ça, ils pourront me dire ce qu'il faut faire, tu vois. Elle tombe sur un charmant policier qui lui dit « Écoutez, mademoiselle, on peut pas faire grand-chose, hein. C'est sûrement un plaisantin ou quelqu'un qui vous fait une blague. Le mieux, c'est que... Non, voilà, le mieux, c'est que vous vous calmiez. Et puis, s'il rappelle, bah là, vous nous rappelez à nouveau, puis on mettra le numéro sur écoute. Voilà. Ok, merci, mademoiselle. Au revoir. » Et tous deux raccrochent. Là, Margaret va faire le tour du rez-de-chaussée pour s'assurer que tout est bien fermé et termine par la porte d'entrée qu'elle double verrouille et décide de garder les clés avec elle au cas où. Elle retourne s'asseoir dans son rocking chair, dépose le trousseau de clés sur son bouquin qui trône sur le petit meuble à côté et se dit qu'au final, elle n'aurait peut-être pas dû prendre ce bouquin. J'aurais dû prendre Fantomètre contre le géant, c'est quand même... Margaret de glace se relève de son rocking chair et marche en direction du téléphone. Résidence Stuart. Pourquoi tu n'es pas allé voir les enfants? Elle raccroche. Elle compose le numéro de la police. Allô? Et là, elle retombe sur le même policier qui lui dit « Bon, écoutez, mademoiselle, je vais relever votre numéro et on vous met sous écoute. Il rappelle, on pourra le localiser. » Et tous deux raccrochent à nouveau. Là, Margaret est effondrée. Elle revient au milieu du salon et, regardant les fenêtres, se dit « Si ça se trouve, il me regarde depuis l'extérieur. » Sentant un courant d'air dans son dos, elle se retourne et éteint la lumière, puis marche en direction de la cuisine dans laquelle elle s'enferme. Assise sur un tabouret, à peine eut-elle le temps de reprendre ses esprits. Margaret sort de la cuisine et marche en direction du téléphone. Elle hésite à allumer la lumière et se dit « Non, j'ai pas envie qu'il me voie. » Et là, elle décroche. « Résidence Stuart, pourquoi tu as éteint la lumière ?»« Je te vois, Margaret. »« Quoi ?
Qu'est-ce que vous me voulez? Ce que je veux, c'est t'éventrer de haut en bas et te regarder te vider de tes entrailles. Non, ça suffit! Margaret, c'est la police. Écoutez-moi, on a réussi à localiser l'appel. Il faut que vous sortiez tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison où vous vous trouvez. Quoi? Sortez immédiatement. Quoi? Sortez immédiatement. Margaret, en état de choc, regarde autour d'elle. Puis marche discrètement en direction de la porte d'entrée. Elle pose sa main sur la poignée, mais se souvient subitement qu'elle a laissé le trousseau de clés dans le salon. Oh, merde. Elle revient donc sur ses pas et passant en bas de l'escalier, entend un grincement. Elle avance en direction du rocking chair. Merde, une chips. Arrivée devant le rocking chair, attrape le trousseau de clés et revient sur ses pas. Passant au bas de l'escalier, elle voit un faisceau lumineux qui éclaire le couloir et entend des pas qui se dirigent vers la rampe. Elle marche tout doucement en direction de la porte d'entrée. Essaye d'ouvrir la porte. Putain, c'est quoi la clé, putain? Puis subitement, elle réussit à ouvrir la porte. Elle se précipite dans le jardin et là, deux policiers se jettent sur elle et l'emmènent derrière un cordon de police qui encercle la maison. Ce soir-là, Margaret renonça à tout jamais au babysitting. Et la dernière image qu'elle garda de cette funeste nuit est celle des policiers sortant de la maison en tenant un homme menotté, recouvert du sang et des entrailles des enfants Stuart qu'il avait éventrés pendant leur sommeil. Bien que cette légende urbaine fait encore aujourd'hui le bonheur des compteurs de feu de camp, peu savent qu'elle est inspirée d'une histoire vraie. 18 mars 1950, à Columbia, dans le Missouri, la petite Janet qui surveillait le petit Gregory Romeg appela la police vers 22h35 pour signaler qu'un individu la harcelait au téléphone. Mais n'eut pas le temps de donner plus de détails que la communication fut brutalement interrompue. Le policier de garde essayait bien de localiser l'appel, mais la compagnie du téléphone étant fermée à cette heure-ci, ce n'est qu'à 1h30 que les parents Romeg vont trouver le corps sans vie de la petite Janet, baignant dans son sang au milieu de leur salon. Le plus surprenant, c'est qu'en montant à l'étage, ils vont trouver le petit Gregory allongé dans son lit, endormi. Le gamin ne sut jamais ce qu'il s'était passé pendant qu'il dormait. Quant au meurtrier, il ne fut jamais retrouvé. Et si tu te demandes pourquoi nous autres conteurs préférons la version où l'enfant meurt, c'est tout simplement parce qu'un gamin, ça se remplace, mais pas une bonne babysitter. All around the